Bonsoir Christophe Willem. Bonsoir. Vous sortez en ce moment votre nouvel album, il s'appelle Panorama. On va en parler, Christophe Willem. Le grand retour, dernier album date de 2017. 5 années environ se sont écoulées durant lesquelles vous avez 3 petits points vécu. Non, durant lesquels il y a eu pas mal de remises en question quand même pendant cette période-là. Et puis, il y a eu aussi ce break forcé qu'on a tous connu avec cette période Covid. Donc, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de temps entre ces deux albums, effectivement. Elles ont été difficiles, ces années, pour vous? Alors, j'ai eu la chance, malgré tout, de ne pas être, moi, pénalisée par cette période. J'étais vraiment entre ces deux albums, donc j'étais en plein travail de réflexion, d'une certaine manière, donc je n'ai pas été extrêmement pénalisée. Maintenant, c'est vrai que ça a été une période, je pense, qui a traumatisé pas mal de monde, en fait. C'était totalement inédit de voir à quel point tout a été totalement à l'arrêt. Puis on était dans une inconnue totale par rapport à la suite, à ce après. Donc oui, ça a été un peu compliqué au début. Mais honnêtement, ça a été. J'étais en famille, chez mes parents à ce moment-là. Donc on était un peu soudés. Au-delà du Covid, qu'est-ce que vous avez appris durant ces années, ces 5 dernières années? J'ai fait un travail quand même sur moi qui était assez nécessaire. C'est vrai que je sortais de l'album Rio, qui était le précédent de 2017. C'est un album qui a vraiment bien marché en live, mais qui a été quand même beaucoup plus difficile. C'est un album qui a eu du mal à trouver son public. Donc forcément, il y a eu pas mal de remises en question, justement. L'envie de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de dire et à qui, en fait, j'ai envie de dire les choses. Donc il fallait vraiment, d'une certaine manière, repositionner les choses et me reconnecter davantage à ma passion plutôt qu'à mon métier, qui visiblement, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti au fur et à mesure du temps, avait pris trop de place. Et donc voilà, pourquoi cette période était quand même malgré tout bénéfique, même si c'était dans ces circonstances-là, parce que du coup j'ai dû, par la force des choses, me reconnecter à ma passion et retrouver cette excitation de rencontrer de nouveaux artistes, sortir un peu des sentiers battus et collaborer avec d'autres artistes. C'était quelque chose que je ne faisais pas depuis pas mal de temps, parce que j'étais un peu en pilote automatique, d'une certaine manière. Donc un échec commercial plutôt salvateur. Oui, après, je suis plutôt optimiste. Donc pour moi, il n'y a pas... Vous voyez, un échec, c'est toujours quelque chose qui doit vous apprendre quelque chose sur vous, de manière générale. Donc effectivement, dans un premier temps, vous encaissez les choses. Et puis après, justement, il faut essayer de rebondir et de s'atteler justement à un vrai travail de fond, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est toujours plus intéressant. Et je pense que cet échec est plutôt bénéfique, puisque ça m'a permis d'aborder ce travail sur cet album, sur l'album Panorama, d'une manière totalement différente. Et là, vous êtes donc remis au travail. Travail qui s'est déroulé sur toutes ces 5 années, ou le travail s'est remis en marche sur la fin? Sur les 3 dernières années. Il y a eu tout un travail, un changement d'équipe aussi. Le label a beaucoup changé, le label avec qui je travaille. Donc il y a eu pas mal de mouvements. Il y a eu pas mal de tentatives aussi, de collaborations qui n'ont pas forcément abouti, mais en même temps, elles ont permis de rebondir aussi, de rencontrer d'autres artistes. Donc, c'était 3 années bien concentrées. Panorama, oui. C'est le titre de votre nouvel album. Pourquoi Panorama? Alors, Panorama, oui, par rapport à tous ces sujets dont on parle, Panorama, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un côté très apaisé dans le mot. Je trouve qu'on contemple un panorama. On est toujours dans une forme de contemplation, de prise de hauteur, en fait, quand on observe un panorama. Donc j'aimais bien ce sens-là, et j'aimais beaucoup aussi le sens figuré, qui est plus de faire le tour de la question, le tour d'un sujet. Et je trouvais qu'après 16 ans, parce que la Nouvelle Star, ça commence à dater maintenant, c'était plutôt bienvenu de se dire, bon, maintenant on va se poser ensemble et faire un peu le tour de la question de toutes ces années qu'on a traversées ensemble. Quand on se représente devant le public avec des nouvelles propositions, des nouvelles chansons, dans quel état d'esprit on est? Alors, il y a toujours, c'est toujours comment dire, c'est toujours d'une certaine manière un genre de reset permanent. On remet un peu toutes les choses à plat. En plus, dans ce métier, rien, dans la vie en général, mais rien n'est immuable. Donc, vous ne savez jamais si le public va répondre présent, si les médias vont être réceptifs à un nouveau projet. Et en même temps, cet album a vraiment une saveur particulière. C'est ce que je vous disais
là, au tout début, il y a une saveur particulière parce que c'est l'album, entre guillemets, d'après. Donc, il y a quelque chose de différent et j'ai une vraie excitation de présenter cet album et j'espère, en tout cas, qu'il sera... en tout cas, je ne parle même pas de succès commercial ou pas, mais qui pourra aider certaines personnes à exprimer des choses, des points de vue sur ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles ont pu ressentir et de se dire que peut-être mon expérience les aidera à avancer aussi dans leur vie à eux. Il y a 5 albums derrière vous, il y a beaucoup de distinctions, beaucoup de prix, le respect de vos pairs aussi. Qu'est-ce que vous faites de tout ça, là, pour ce nouvel album? Tout ce passif. Alors, en même temps, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup, puisque c'est quelque chose qui booste, et en même temps, je pense que la vraie reconnaissance, c'est celle du public. Donc, c'est quelque chose qui est très rassurant de savoir que, justement, il y a tout un tas d'artistes, y compris là, sur cet album, d'artistes des fois d'une génération plus jeune, qui étaient très excités à l'idée de travailler avec moi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vachement touchée, en fait. Des artistes qui m'ont dit « mais moi, je t'ai suivi plus jeune, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué ». Donc c'est assez marrant, parce que c'est là qu'on voit que le temps, quand même, avance et qu'on est, nous aussi, des fois, d'une certaine manière, un repère pour d'autres, en tout cas, on l'a été. Donc ça, c'est excitant, mais la vraie reconnaissance, c'est vraiment celle du public. Dans cet album, il y a évidemment PS Je t'aime, c'est un single qui est sorti au printemps dernier, qui tourne déjà beaucoup. PS Je t'aime, vous lui donnez quel sens à cette chanson? Alors, il y a plein de sens, mais le sens premier, c'est vraiment une chanson destinée au public, au public et à tout ce parallèle entre l'histoire d'amour qu'on a avec son public et une histoire d'amour dans la vie de tous les jours. C'est vrai que le rapport, quand on est artiste avec son public, c'est quelque chose qui est très mouvant. C'est un peu « fuis-moi, je te suis »,« je t'aime moi non plus ». On peut être des fois complètement adulé, comme on peut être des fois détesté parce qu'on va prendre position sur tel ou tel sujet ou parce que des fois, tout simplement, ce qu'on va proposer va être à côté d'une attente de certains. Et en même temps, c'est plutôt positif de ne pas faire l'unanimité, parce que ça veut dire qu'on fait aussi quelque chose qui a du caractère. Donc c'est ça qui est intéressant à analyser. Mais PS Je t'aime, c'est vraiment une chanson destinée au public et à des retrouvailles. Parce que vous le disiez, ça fait 5 ans, l'album précédent, et que sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, il y avait une attente des gens qui me suivent de me demander mais quand va arriver ce nouvel album? Donc il y avait un petit peu cette chanson retrouvaille. Voilà. Le public, vous êtes en lien constant avec lui, vous le sentez en permanence, vous arrivez à juger aussi ce que vous faites en regardant ses réactions? C'est difficile parce que y a quelque chose de très passionnel d'une certaine manière. Quand vous avez un public qui vous suit sur les réseaux sociaux, il va réagir aussi des fois de manière passionnée à certaines choses. Donc c'est toujours difficile d'avoir de recul par rapport à ça, mais en même temps c'est quelque chose qui nourrit beaucoup. C'est-à-dire que le rapport, les réseaux sociaux ont ça qui est assez magique, c'est qu'on a on est notre propre média d'une certaine manière. Donc c'est toujours plus facile justement pour éclaircir certaines choses ou communiquer. Ou des fois pendant le confinement justement, il y a eu pas mal d'artistes, j'en ai fait partie, qui ont fait des lives sur des réseaux sociaux. Et ça permet aussi à un moment de démystifier aussi les choses et de se dire c'est pas parce qu'on est artiste et que certains nous imaginent dans des tours d'ivoire qu'on est à l'abri de ce que tout le monde vit en ce moment. Donc c'est aussi important, ça ramène beaucoup d'humanité dans tout ça, je trouve. Il a changé votre public? Alors il évolue. Alors, il évolue. J'ai un public qui est toujours là depuis la Nouvelle Star. Il y a des fidèles de chez fidèles. Ah oui. Il y en a vraiment des fidèles qui analysent. Il y a encore pas si longtemps sur les réseaux, justement, ils analysaient la cover de l'album, les clins d'œil aux autres albums dedans. Donc, il y a un public qui est là depuis le début, qui a suivi évolution album après album. Et puis là, il y a aussi un public, ce que je vois, qui est arrivé avec l'album Rio, malgré tout. Vous voyez, donc il y a des choses positives dans tout. Qui est arrivé avec l'album Rio, il y a un public qui est maintenant plus jeune aussi, qui n'a pas forcément suivi la Nouvelle Star et qui ne connaît pas la Nouvelle Star. Donc par exemple, ça m'arrive souvent, des fois sur les réseaux, on m'interpelle, on me demande pourquoi est-ce qu'on m'a surnommé la tortue. Donc là, voilà, je me dis, bon, le temps passe et en même temps, c'est bien. C'est aussi des fois un public qui vous découvre par sa mère, un ami et qui n'a pas suivi le début. Justement, la tortue, parlons-en de ce surnom. Il vous a été donné par Marianne James dans les castings. Ça date de 2005. C'est des très vieilles images qui circulent encore sur Internet. Pas sympa, la tortue. Bah, c'est plutôt sympa, moi, je trouve, la tortue.
Ça aurait pu être la hyène. Vous voyez, dans le genre pas sympa, ça aurait pu... on aurait pu être à un niveau un côté supérieur. Un peu mou comme ça, la tortue. Oui, bon, elle finit par gagner, bien. la tortue, face au lièvre. Bah, oui, mais la morale est bonne. Ça, en vrai, la tortue, ça me va pas mal. Je préfère prendre mon temps. Mais dans la vie, je suis un peu comme ça. Donc, je préfère prendre mon temps, avancer, mais sûrement, qu'avancer trop vite et se brûler, par exemple. C'est votre sœur qui vous avait poussé à faire les castings de la Nouvelle Star. Elle ne vous avait pas inscrit au casting de Paris, qui était déjà complet. Vous avez même pris la route. Exactement. Je suis allée à Toulouse faire le casting. Et j'ai forcé ma sœur et son mari, d'ailleurs, à faire le casting eux-mêmes, parce que je ne voulais pas le faire du tout. Donc, moi, je n'étais pas du tout en recherche d'être connue, en fait. Moi, j'étais vraiment... je faisais des études de communication et de droit, mais c'était quand même très, très carré comme perspective. Et du coup, je les ai forcés à faire le casting parce que je ne voulais pas du tout faire cette file d'attente. Donc voilà, je me suis retrouvée dans cette aventure de manière totalement inattendue, en fait. Et avant ça, avant ce casting, cette voix, celle que vous avez, c'est ce timbre qui est quand même magique, qui électrise aussi les jurys. On le voit d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Cette voix-là n'avait jamais été montrée à d'autres. Alors, j'avais eu une expérience. Je chantais dans une chorale. Je crois que c'était 2 ans avant de faire la Nouvelle Star. Je chantais dans une chorale, mais à côté du coin où j'habite. Donc, vous voyez, c'était pas du tout la grande chorale. Voilà, c'est une chorale dans une petite commune en France. Et quelqu'un faisait un casting sauvage. Donc, c'est que des histoires complètement inattendues. Et quelqu'un était venu me voir à la fin du concert en me disant, voilà, j'aimerais beaucoup que vous veniez faire un casting pour un film. Et donc, je me suis retrouvée, alors là encore, de manière complètement inattendue, à participer à un film. Donc, on m'a vu dans un film qui s'appelait E-Live. Vous voyez, ça date vraiment. Mais en fait, ce film a été fini, est sorti. Et moi, je suis retournée faire mes études en disant, bon, c'était sympa, mais bon, voilà, c'était drôle. Quand vous voyez le Christophe Willem qui débarque, vous avez 22 ans, je crois, à ce moment-là, au moment du casting, en 2005. C'est en 2006 que vous êtes connu, mais en 2005, il y avait les auditions. On tourne les auditions. Il y a ce jeune de 22 ans, son pull à rayures, qu'on a un peu rien à faire. Vous avez même vu tous les candidats se faire défoncer avant vous. Oui. C'était quel climat, ce climat des castings ? C'était particulier parce que moi j'étais entourée, alors comme vous disiez, en fait nous il y avait la file d'attente énorme et avant de passer devant les jurés qu'on voyait en télé, donc Marianne James, Manu Katché et les 2 autres, on était dans une salle avec les 5 candidats qui passaient avant vous. Et c'est vrai que ce jour-là, vraiment, je pense qu'il n'y avait pas de bons candidats en fait, donc tous les membres du jury étaient hyper durs. Et donc moi, dans la salle où je suis, je vois des gens qui pleurent carrément en disant « Non, mais je ne vais absolument pas passer » et tout. Et donc moi, j'étais un peu remontée à bloc, disant « Mais qu'est-ce que c'est con ? Je ne comprends pas en fait pourquoi. C'est pas la peine d'être aussi dur avec les gens, on peut juste dire « Bah non, ça ne me va pas ». Donc le principe même du côté il faut faire du show et vanner les gens, vous voyez, comme on peut dire, pour faire du spectacle, ça m'avait énervé. Donc en fait, je suis vraiment arrivée dans cette salle en mode « Bon, bah alors moi, s'il y en a un seul qui me fait une réaction vraiment pas cool, je vais leur dire bah, au revoir en fait, c'est pas grave, c'est pas la peine d'être aussi dur. Donc c'est pour ça que j'arrive effectivement dans ce casting un peu blasée parce que je venais de voir des choses hyper violentes. Donc il n'y avait pas cet esprit de compétition chez vous? Pas du tout. À ce moment-là? Mais il n'y a jamais eu en vrai. Et vous avez gagné la Nouvelle Star? Oui, mais j'ai vraiment... Moi en fait j'étais vraiment dans le plaisir total de me dire... Je chantais toutes les semaines avec des musiciens qui étaient incroyables, avec un vrai micro et pas une télécommande. Mais c'était plus ça. Moi, j'étais un peu dans savourer ce truc-là que coûte gagner l'émission. Et pourtant, voilà, vous le disiez, vous étiez alors, professeur d'économie et de gestion. On est très très loin de l'artiste qui se produit sur scène devant des millions de téléspectateurs. Au moment où il y a quelque chose qui se passe autour de ces plateaux, que vous avancez dans l'aventure, déjà même, je pense que la révélation, le fait que voilà, votre visage apparaît pour la première fois sur les écrans, il se passe quelque chose, non? Vous sentez quelque chose? Alors, en vrai, on est tellement happé par ce qui se passe que je ne réalise pas du tout. Et en plus, quand on le remet dans le contexte, il y a 16 ans, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le temps de l'émission, il y avait un hôtel et tous les candidats et la production, on habitait dans un hôtel. Donc, on était très préservé un peu de tout ce qui se passait à l'extérieur. Donc, je ne me rendais pas réellement compte. En fait, nous, on était un peu comme une grande colonie de vacances. On se disait, oh, c'est marrant ce qui nous arrive. On était un peu là-dedans. Et à ce moment-là, vous ne dites pas, quand même, ce passé de professeur d'économie et de gestion,
je peux peut-être passer à autre chose, je le mets entre guillemets à la poubelle et je fais une carrière d'artiste? Je me le dis pas tout de suite. En vrai, je me le dis pas tout de suite et il m'a fallu quand même pas mal de temps, mais même après quelques albums, pour vraiment faire le deuil de ça. Parce que pour moi, à ce moment-là, j'ai une passion qui est la musique et j'ai vraiment une vocation qui est d'enseigner. Parce que j'étais en devenir, j'étais pas encore prof, hein, je faisais des études mais moi j'avais vraiment le besoin d'enseigner et de contact en fait des jeunes pour justement essayer de les faire avancer. Donc j'étais vraiment dans ce truc-là. Donc il m'a fallu du temps parce que je trouvais, alors maintenant j'ai beaucoup changé de point de vue, mais d'avis, mais je trouvais que le métier d'artiste, il y avait quelque chose que déjà appeler artiste métier, c'est un truc que j'avais du mal en fait. Pour moi, la musique c'était une passion. Et justement, ce que je vous disais au tout début, quand vous passez d'une passion à en faire un métier, il y a quand même un gap assez énorme et très très vite, le métier peut prendre le dessus et votre passion peut quand même être vachement égratignée en fait. Et donc ce qui est très difficile, c'est toujours maintenir un juste équilibre pour que la passion soit toujours un petit cran au-dessus. Le succès, comment vous le gérez? Vous avez 22 ans, voilà, vous êtes presque un ado attardé parce que vous avez énormément changé physiquement aussi, il y a eu une métamorphose physique. Comment vous avez géré ce succès? Comment j'ai géré j'ai toujours eu les mêmes proches autour de moi. Enfin, vraiment, mes amis de l'époque sont les mêmes aujourd'hui. Au début, vous êtes quand même c'est vertigineux hein, comme expérience. Vraiment, il faut se remettre dans le contexte aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de télécrochets et tout qu'on ne se rend pas compte. Mais à l'époque, c'est quand même un truc incroyable. Et je le gère vraiment comme je peux, en fait. C'est-à-dire que, un peu comme tout avait commencé dans cette émission, dans cette aventure-là, un peu au jour le jour. Donc, effectivement, sûrement, à des moments où peut-être j'ai pu un peu perdre pied, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas le recul. Un moment, ça vous a échappé? Je pense qu'un moment, le fait de ne plus s'appartenir, c'est quelque chose qui est bizarre, en fait. C'est très, très bizarre. Surtout, vous êtes à un moment, voilà, je vous disais, j'avais 22 ans, donc vous êtes à un moment où réellement vous rentrez dans l'âge adulte. Donc ça engendre aussi tout un tas de questionnements. C'est un âge dans lequel clairement aussi vous découvrez votre sexualité, vous découvrez votre rapport à votre corps, votre rapport aux gens qui vous entourent, à vos opinions. Donc c'est un moment où d'un seul coup, vous êtes un peu dépossédé de tout ça. Et beaucoup de gens cherchent à mettre des étiquettes sur vous alors que vous-même, vous ne savez pas encore clairement qui vous êtes. Donc c'est un truc qui est un peu perturbant. Vous en avez profité de ce succès? Pas vraiment. Non, mais objectivement, pas vraiment. Parce que j'étais plus à longer les murs qu'abuser de ce statut-là, en fait. Bon, vous racontez une anecdote. Alors, vous avez tellement de succès que des hommes nus vous attendent parfois dans votre chambre d'hôtel. C'est vrai? C'est arrivé une fois, c'est pas parfois. Une fois, ça a été trop quand même, mais c'est arrivé. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous faites avec un cadeau comme ça? Ah bah, vous êtes très gêné. Déjà, vous dites au monsieur de se rhabiller, parce que je dis, mais là, monsieur, on va se rhabiller quand même. Non, mais remettez un peu dans le contexte. Vous ouvrez une porte je sortais de concert. Alors, la ville, je crois que c'était Lyon. Il me semble que c'était Lyon. Et je sortais de concert. Et ma chambre communiquait avec celle de mon assistante. Et donc, il y avait une porte, vous voyez, des portes communicantes comme ça. Et donc, j'arrive dans ma chambre après le concert et je vois quelqu'un nu. Et moi, vraiment, sur le coup, je me dis, bon, ça se trouve, je me suis trompée de chambre, en fait. Donc, je dis, bon, premier réflexe, je dis, ah, je suis désolée. Et tout. La personne me dit, non, mais c'est vous que j'attendais. Alors là, il y a un deuxième effet, ah bon? Et donc, je tapais comme ça à la porte de mon assistante, tout en disant au monsieur, il va falloir se rhabiller. Monsieur, je tapais comme ça. Et donc, mon assistante est arrivée. Et puis après, voilà, il s'est rhabillé. Hein, mais pourquoi il était là? Je pense qu'il avait envie de passer un petit moment intime, je pense, visiblement. Il n'était pas là pour prendre un thé. Ouais, mais il n'est pas rentré tout seul. Ah bah si, je pense que... Je crois que par la suite, on a su qu'il avait payé des gens de l'hôtel ou un truc comme ça. Donc j'ai eu un petit trauma aussi après cette histoire. Donc pendant un long moment, en fait... Il aurait pu vous faire du mal en plus. Là, bon, je pense pas qu'il m'ait fait bien mal. Non, mais... Surtout habillé comme ça, ou déshabillé comme ça. Il aurait pu vous attendre pour d'autres raisons. Ah bah oui. Que passer un moment de plaisir. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça que c'était assez flippant, en vrai, parce que je me suis dit, mais en fait, n'importe qui peut accéder comme ça dans une chambre. Donc pendant un moment, je faisais exprès de jamais dans la chambre qui était à mon nom. Donc c'était généralement la chambre la plus sympa, parce que évidemment, vous êtes l'artiste principal, vous avez une chambre un peu supérieure. Et donc pendant un moment, je dis non, allez, qui veut ma chambre ce soir? Je ne vais pas dans ma chambre. Donc ça m'a un peu traumatisée quand même. Christophe Durier, c'est votre vrai nom? Oui. Pourquoi Christophe Willem? Parce que c'était à l'époque du film Live, donc je vous parlais là, avant La Nouvelle Star.
parce qu'à l'école, j'étais quand même assez persécutée. Donc je me disais, bon, dans un malentendu, si je prends un pseudo, peut-être que ceux qui disent, mais tiens, c'est pas lui là-bas, ils vont peut-être avoir un petit doute quand ils verront le nom. Donc en fait, c'est parti de là l'idée. Et puis Willem, parce que c'est un prénom, mes parents avaient hésité à m'appeler comme ça. Donc j'ai gardé ça en trouvant ça sympa. Il y avait un esprit de revanche un peu? Pas trop. Non, en vrai, pas trop, parce que j'ai quand même été suffisamment persécutée pour que j'ai cette envie de revanche. Donc j'étais plutôt dans un truc de... J'ai longé longtemps les murs. Vraiment, j'ai longé longtemps les murs et j'ai pas eu ce truc de revanche. Il y a ce texte dans votre nouvel album, J'avance. C'est une chanson qui parle de résilience. C'est un de vos moteurs, la résilience? Oui, oui, parce que je pense que d'une certaine manière, c'est ce que je dis en ce moment quand je parle de cet album, mais enfin, c'est un album je règle pas forcément mes comptes, en fait. D'une certaine manière, je règle plus les comptes avec moi-même et de réaliser à quel point dans la vie, on est soi-même son propre bourreau. C'est un peu ça que j'explique dans cet album, c'est-à-dire qu'il y a les traumatismes de l'enfance, de l'adolescence. Effectivement, dans mon cas, il y a cette espèce de choc quand d'un seul coup, vous devenez connu et que vous vivez comme ça sous les yeux du public, d'une certaine manière. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez déstabilisant. Mais in fine, personne n'est plus violent et plus dur que nous-mêmes avec nous-mêmes, en fait. C'est ça, en fait, la morale, d'une certaine manière. Est-ce que votre parcours a aidé aussi votre côté plus politique, entre guillemets, avec des chansons plus engagées? On va peut-être en prendre quelques-unes. Alors, il y en a une, c'est évidemment Madame. Madame, donc votre dernier album, Rio 2017, vous rendez hommage à Latifa Ibn Ziaten, qui est mère d'Imad. C'est un militaire qui a été tué par Mohamed Merah à Toulouse. Ça avait vraiment choqué tout le monde. Empoigner un thème aussi grave, aussi sensible aussi, hein. Pour moi, c'est ça, en fait, le but, réellement. Je parlais tout à l'heure de la difficulté de complètement conscientiser l'idée qu'être artiste est un métier, parce que pour moi, il faut avoir une utilité. Donc, quand vous êtes prof, vous avez une utilité concrète. Et pour moi, être artiste, il y a le divertissement, et ça, c'est quelque chose de génial, de divertir les gens. Mais il y a aussi, à un moment, être habité par des sujets qui vous prennent aux tripes. Et c'est vrai que l'histoire de Latifa Ibn Ziaten et de son fils, Imad, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. J'avais vu justement à l'époque un reportage sur elle. Et donc cette femme qui va dans des prisons, dans des quartiers extrêmement difficiles pour justement sortir les gens de doctrines extrêmement... de l'obscurantisme en tout genre, de certaines manières. Et je trouvais ça admirable. Et j'étais très surpris, parce qu'en France, on était vraiment dans cette période extrêmement tendue où il y avait pas mal d'attentats à ce moment-là. Et j'étais extrêmement surpris de me dire, mais je ne comprends pas qu'on ne mette pas plus en avant des gens comme elle. Et donc, ça m'avait bouleversée. Et donc, je l'ai rencontrée et on a composé cette chanson. Vous avez mis du temps à vous rendre compte de votre rôle en tant qu'artiste? Ou tout de suite, vous vous êtes dit, je vais en faire quelque chose d'utile de ce métier? Non, vraiment. Par exemple, vous voyez, un titre comme Double Jeu dans le premier album, qui peut être à de multiples connotations. Je pense que Zazie, en l'occurrence, avait beaucoup plus de clairvoyance sur la portée politique qu'une chanson comme ça pouvait avoir. Par exemple, moi, j'étais plus sur la logique de divertissement. Je pense à mes débuts, en fait, et d'amusement. Je pense qu'il faut s'amuser aussi, et on peut rire de tout, hein, justement. Donc, dans Double Jeu, il y avait plus ça. C'est venu un peu plus tard, la logique... la portée un peu politique qu'on peut avoir. Et en même temps, comme vous le disiez, c'est toujours extrêmement touchy. On est en plus dans une société où tout est sujet à polémique. Vous voyez, cette chanson pour Imad et Latifa. Bon, en France, justement, une de mes frustrations de l'album Rio, je vous dis que pour moi, j'ai vécu comme un échec, c'était que justement, pour moi, il y avait des chansons extrêmement fortes comme celle-là. Et c'est pas du tout parce que je les ai composées ou chantées, mais je trouvais que c'était des thèmes qui méritait qu'on s'y penche davantage plutôt que de rester arrêté à éventuellement un single en radio qui n'avait pas forcément réceptionné. Donc c'était ça un peu ma frustration. Il y avait aussi vos engagements contre l'homophobie. Vous avez notamment participé à plusieurs grandes soirées, à des soirées caritatives. Est-ce que l'homophobie, vous en avez souffert, vous? Beaucoup. Attendez, moi j'étais le garçon stigmatisé dans la cour d'école. J'étais extrêmement maniéré, avec une voix très aiguë. Donc, moi, j'avais le combo total. Vous voyez, donc, justement, dans l'album, je parle de fantômes, de ces fantômes de l'enfance. Ces traumas, en fait, clairement, de l'enfance. J'ai traîné ça comme un boulet. Et c'est vrai que d'un seul coup, quand
quand j'ai été connue, tout ce qui fait qu'on m'a stigmatisé et montré du doigt, c'est devenu ce qui faisait qu'on m'appréciait. Donc c'est quand même... Vous vous dites, mais alors soit il y a 15 ans de ma vie où j'ai pas compris ce qui s'est passé, ou soit tous ces gens sont fous, en fait. Donc il y a un moment un peu perturbant, mais de manière régulière. Vous voyez, il m'est arrivé même en étant connue, sur un album, c'était pas l'album Rio, mais l'album précédent, qui s'appelait Paraît-il, d'être interviewée sur une très grosse radio en France, une radio, pas du tout une radio jeune ni rien, une radio assez grosse, où pendant 10 minutes, il y avait un chroniqueur qui a fait toute une chronique sur mon album, que je sortais à ce moment-là, sur toutes les questions de genre. Donc, il y a cette volonté toujours très rapide... De vous associer. De vouloir associer les gens. En fait, il y a cette volonté toujours très rapide, coûte que coûte, de réduire les gens à leur identité sexuelle. Et je trouve ça, déjà, je trouve ça totalement ringard et has-been, réellement, en fait. Et puis, en plus, je trouve que c'est un non-sujet. Enfin, vous voyez, moi, j'ai toujours... Dès le début, dès que je faisais mes interviews à l'époque de la Nouvelle Star, quand on me demandait est-ce que vous êtes gay, est-ce que vous n'êtes pas gay, est-ce que vous êtes... Je disais, mais moi, en fait, la définition de ce que je suis m'intéresse pas, en fait. Moi, je tombe amoureux de quelqu'un. Alors, ça peut être une fille, ça peut être un garçon, vous appelez ça comme vous voulez. Vous voyez, aujourd'hui, avant, on parlait de bisexualité, maintenant, on va vous dire pansexuel, maintenant, on va vous dire... Maintenant, on va dire que tout ce qui se passe dans les chambres d'hôtel reste dans les chambres d'hôtel. Voilà. On va dire ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, je dis juste que les terminologies, c'est ça, les terminologies changent, mais ça reste toujours des cases. Et qu'en fait, je pense que la vraie victoire par rapport à l'homophobie ou d'autres thèmes, hein, parce que l'homophobie, le racisme, tout ce qui stigmatise les gens et les enferme dans une case, les vraies victoires auront lieu le jour où on n'aura plus besoin de ces terminologies, en fait. Vous êtes toujours sympa, vous êtes toujours de bonne humeur. Oh, ça dépend. Ça dépend quelle heure, vous voyez. Non, mais je suis quelqu'un d'assez optimiste. Réellement. Donc, Oui, mais vous êtes sincèrement gentil, enfin, pas gentil au sens où vous vous laissez marcher sur les pieds, mais sympathique. Parce que je pense qu'il y a suffisamment de moments compliqués dans la vie pour qu'on en rajoute une couche. Non, mais en vrai, vous voyez, par exemple, faire de la promo et tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Parce qu'à partir du moment où on vous propose plusieurs choses à faire, à partir du moment où je dis oui, je le fais avec plaisir, parce que c'est aussi très plaisant dans un moment où tout va toujours très très vite, qui plus est maintenant. C'est toujours agréable quand on a le temps d'expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel on est et dans lequel on expose un nouveau projet, en fait. Merci beaucoup, Christophe Willem. Votre album Panorama, qui sort en ce moment, et donc courant 2023, tournée, dès janvier 2023, une tournée qui va s'arrêter pas très loin d'ici. Je crois que vous avez une date en Suisse, à Saint-Moritz, mais je ne connais pas la date non plus. Ah bah évidemment, là vous me demandez trop, hein, quand même. On peut voir tout ça sur votre site internet, j'imagine. Exactement. Sur internet, c'est à ça que ça sert. Merci mille fois d'être venu. Merci à vous. Christophe Willem.